service de santé mentale Chapelle-Auchan. La première vague Covid, je l'ai vécue, je ne sais pas comment dire ça, trash. C'était vraiment horrible. On était dans un brouillard au début. Il y avait beaucoup de stress, surtout la première vague. On était tous fatigués, on avait tous fait beaucoup d'heures, on a tous été inquiets. Il y avait cette phase où on n'avait pas encore le vaccin. Il y a vraiment une colère, le fait de voir nos patients décédés, de ne pas pouvoir faire quelque chose. Voilà, il y a une impuissance et donc du coup on l'exprime par différentes choses et aussi par la colère. Le fait d'avoir des charges de travail qui parfois nous permettent pas d'être auprès de nos patients ou d'avoir du temps de discuter avec nos collègues ou quoi. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de collègues et moi y compris où on a exprimé ça par un manque de patience et de capacité d'écoute. Et ce qui est du coup quand même assez dramatique dans notre métier si on perd notre patience et notre capacité d'écoute. Donc ici on est au service des soins intensifs, hôpital Brickman-Sitorta, unité 20, unité parallèle à l'unité 10. On a exactement les mêmes cas. On a des cas chirurgicaux comme médicaux. Et on est toutes les deux les unités qui ont accueilli les Covid pendant la pandémie. Donc quand on a un patient qui doit venir aux soins intensifs, donc par exemple là c'est un patient qui vient d'un examen, qui est intubé, donc qui a un tube dans la gorge pour respirer, qui est instable puisqu'il vient aux soins intensifs. Donc la prise en charge d'un entrant, c'est on doit l'installer, donc le transférer de son lit dans notre lit à nous, ensuite le monitoriser, le mettre au respirateur dans ce cas-là, lancer les médicaments pour qu'il soit bien endormi. Ensuite, on doit mettre tout ce qui est voie centrale, cathé artériel, faire toutes les mises au point. Donc, en général, on fait tout ce qui est biologie, donc une prise de sang, une analyse d'urine, une analyse de crachat et une analyse de sang pour tout ce qui est germes. Donc ça, en général, c'est la prise en charge de base. Après, c'est quand même... quand le patient arrive, en général, la première heure, c'est quand même bien occupé, le temps de mettre en place tout correctement et puis de lancer le traitement. Après, ça se calme un peu en fonction de la stabilité du patient. Donc, en fait, pour les patients Covid, donc si on parle d'abord de la première vague et puis de celles qui ont suivi, donc de la première vague, le traitement d'un patient Covid qui arrivait, c'était on devait l'intuber directement. Et à partir du moment où il est intubé, il pouvait rester très longtemps sur respirateur. Et ça dépendait en fait des comorbidités du patient. Et c'est aussi, de nouveau, c'est très variable. J'ai l'impression que ceux de la première vague sont restés très longtemps. Ceux de la deuxième vague aussi, parce qu'en fait, là, c'était complètement une autre optique. Donc, au lieu de les intuber directement, on essayait de les garder le plus longtemps possible sans intubation. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en les intubant rapidement, en fait, ils faisaient plus facilement d'infections et d'infections sur respirateur. Qu'après, on était plus avec des ventilations non invasives. Mais du coup, là, évidemment, ça a duré longtemps parce qu'il fallait beaucoup jouer, mettre le patient sur le ventre, le mettre sur le côté, le mettre au fauteuil, le remettre sur le ventre, le remettre sur le côté, mettre la VNI, mettre l'optiflow, remettre la VNI, remettre l'optiflow. Je pense que cette période, ça a été très éprouvant pour les patients. Et pour les infirmières, ça a été très difficile parce qu'en fait, on devait beaucoup plus souvent rentrer dans les chambres pour essayer d'installer au mieux les patients. Et c'est quand on a utilisé cette technique-là qu'on a beaucoup d'infirmières qui sont tombées malades. En fait, puisqu'il y avait beaucoup plus de manipulations à faire. C'est vrai que ça a été un peu plus compliqué. Donc là, elle avait attraper le Covid, oui. Et comme il n'y avait pas encore de vaccin à ce moment-là, c'est vrai que bon... Du coup, ça a été plus dur pour nous parce qu'il dit une infirmière malade qui dit on doit la remplacer. Donc c'est vrai que les heures supplémentaires et la fatigue s'est installée à partir de la deuxième vague quand les gens commençaient à tomber malades, en fait. Je m'appelle Amélie Ospier, je suis psychologue clinicienne et je travaille sur le projet Covid soignant depuis le mois d'octobre 2020. Je travaille en binôme avec Tatiana Gilène qui est aussi psychologue. Donc on travaille sur ce projet d'accompagnement des soignants. Donc c'est un projet qui a été subsidié par la COCOF, qui a été reconduit plusieurs fois donc sous différentes enveloppes. Et donc on a eu la chance de pouvoir continuer ce projet. Au tout début, il a été pensé par le Centre de guidance d'Ixelles et Chapelle-Auchan. Donc on est engagé dans ces deux centres-là.
une équipe s'est créée, donc c'est une équipe de comité de pilotage, et donc il y a des psychologues, un psychiatre, une assistante sociale, c'est des membres de Chapelle aux Champs et du centre de guidance d'Ixelles, et nous on a rejoint cette équipe, donc c'est une toute nouvelle équipe qui s'est créée pour ce projet, et les choses ont été réfléchies tous ensemble. Donc au début, l'idée était de proposer un accompagnement à toute personne participant au cadre de soins. Donc ça pouvait être le personnel médical, paramédical, logistique, technique. Ça pouvait être maison de repos, maison médicale, hôpital, PMS, CPAS, maison d'accueil. Enfin vraiment, c'est très large. Et donc au tout début du projet, on a surtout été active dans les maisons de repos. Ça a été assez difficile au début parce que ils étaient surchargés par les appels, les mails des familles. Donc pour les contacter, c'était assez difficile. Donc en fait, on s'est rendu dans les institutions avec nos informations, nos flyers pour un peu présenter le projet. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on a commencé. Et donc on a rencontré la chef infirmière à Paul-Brien. Et elle nous a fait en fait une demande particulière de pouvoir mettre en place un dispositif immersif. Donc on puisse être présente toutes les deux dans son équipe pour accompagner les soignants dans leur quotidien de travail, pouvoir accueillir les émotions, les situations compliquées, pouvoir être présente aussi au moment des rapports où on parle des patients, pouvoir être présente aussi au moment des repas où il y a beaucoup de choses informelles qui peuvent être partagées entre eux. Et donc on s'est rendu pendant presque 8 mois, pendant 4-5 heures, toutes les 2-3 semaines dans ces unités-là. Ça a pris un petit temps quand même pour se faire une place. Donc au début, ça commençait par des échanges informels sur des choses plutôt concernant qu'est-ce qu'ils font comme activité en dehors du travail, quelle est leur vie de famille, des choses un petit peu comme ça, très informelles, de choses un petit peu qui peuvent sembler banales. Mais petit à petit, il y a une confiance qui a pu s'installer grâce à ça, et ils ont pu nous partager comment ça s'est passé pendant la première vague Covid, quelles sont leurs difficultés avec certains patients, les échanges entre collègues, entre par exemple aussi différentes fonctions, infirmiers, médecins, comment ça se passe, comment les échanges se font. En fait, on voulait un peu anticiper les choses parce qu'on voyait que psychologiquement, ça risquait d'être très dur parce qu'il faut savoir que les patients Covid, il y en a beaucoup qui mouraient et donc on était face à la mort, à la souffrance pendant ces plusieurs mois. Et on ne savait pas trop sous quelle forme on pouvait un peu aider nos équipes. Et donc, c'était des discussions qu'on a eues entre chefs et notamment aussi avec notre responsable et voir un petit peu ce qui était possible de faire. Donc, la première fois, ça a été initié sur le site Brien. Et donc, on a repris un petit peu ce fonctionnement-là chez nous à Horta, sous forme d'immersion de 2 psychologues qui venaient assez régulièrement dans nos unités. Mon rôle, c'est de détecter les personnes qui avaient des problèmes ou que je croyais qu'il y avait des problèmes et que je dirigeais Tatiana et Amélie vers ces personnes. Et donc, c'est à eux de faire l'effet voulu et les choses qu'elles ont fait. Et j'ai souvent dirigé vers des personnes qui avaient, par exemple, des insomnies. Ou qui avaient des problèmes de digestion. Pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a fait du bien quand même de parler de la situation, de pouvoir extérioriser, on va dire un peu le mal-être, parce que voir chaque jour des situations qui étaient quand même accablantes. Et surtout, moi, ce qui me choquait beaucoup, c'était pour les familles, de ne pas pouvoir voir la personne, de famille, quoi. Puis de refuser la visite pour la famille, c'est déjà, heureusement que c'était pas mon rôle, mais parfois ça m'arrivait d'aller dire aux familles, vous ne pouvez pas parce qu'il y a tel processus et on ne pouvait pas, et ça c'était choquant quand même. Mais dès qu'on pouvait avoir un contact, même parfois les patients étaient plutôt inconscients et on avait un système avec les tablettes, donc on pouvait appeler les familles en visio. Ça remplace quand même pas une présence physique, mais ça crée déjà un lien. Et même pour nous, parfois, ça faisait du bien aussi de voir
le patient avec son contexte familial. Je trouve que ça a bien aidé parce qu'elle a vraiment pu prendre le temps en fait de discuter avec ses familles, de répondre en fait à leurs angoisses. Que nous, malheureusement, parfois, on ne peut pas se permettre de rester pendant 1 heure au téléphone pour soulager les familles parce que là, on a des patients de qui s'occuper. Par exemple, elles étaient là, je m'avançais vers eux et posais une question et alors de là, on faisait une conversation, quoi. Et ça m'aidait à extérioriser un peu le mal-être que j'avais, de voir un peu toute la situation. Ça me soulageait. Quand j'y repense, je me dis que c'était quand même super bien. Et c'est drôle parce que vraiment, il y a 2 semaines, j'étais en train de demander, mais en fait, elles sont où les psys? Je m'étais habituée à les voir. Et en fait, ça s'est passé tout doucement, quoi. On les a vus arriver les premières fois. Et puis, en fait, on est tous restés un petit peu dans notre coin. Ouh là, il y a des psys. On va tous bien. Avec des cernes avec des cernes jusqu'à la bouche, quoi. Et puis petit à petit, on en a vu 1, 2 se livrer. Et puis en fait, elles ont une bonne façon de venir nous voir. Ah, mais au fait, je vous vois courir. Est-ce que vous avez mangé? Enfin voilà. Donc la conversation commence à arriver. Puis en fait, on finit par se livrer. Et je pense que ça a fait du bien quand même à tout le monde. Ne serait-ce que d'avoir des personnes extérieures au service qui viennent dedans, sachant que les familles ne pouvaient pas venir comme elles pouvaient. En fait, on était entre nous, quoi. Entre nous, avec tous nos problèmes de service de base, le fait qu'on soit des humains aussi, qu'on soit tout le temps ensemble, et qu'on soit fatigué, et qu'on ait des patients lourds, enfin voilà, tous les petits et puis, je pense que ça nous a fait du bien quand même. Voilà. Après, ça règle pas les problèmes qui sont abordés avec elle, mais au moins le fait de décharger, c'est pas mal. Écoutez, je sais que le projet va bientôt s'arrêter du coup pour nous, mais c'est vrai que si je devais conseiller pour d'autres services ou autres, ce serait peut-être d'initier ces choses-là, que ce soit en temps de Covid ou hors Covid, parce que je pense qu'il y a plein de choses que les soignants gardent pour eux et que finalement, on peut avoir peut-être plus de séquelles par la suite. Et clairement, si c'était à refaire, on l'aurait fait peut-être beaucoup plus tôt. Non, on sent qu'il y a des choses des manquements qu'il y a dans les unités, pas forcément au niveau organisationnel, mais les gens ont besoin parfois de déposer les choses et pas forcément de les ramener avec eux à domicile, parce que finalement, il faut savoir faire, c'est facile à dire, mais il faut savoir faire la différence entre vie privée et vie professionnelle. Et je pense que parfois, c'est ça qui est difficile, et c'est là où les gens parfois ne font pas la différence et craquent. Donc... Mais oui, je pense que c'est bénéfique. Ça a été quand même un peu bénéfique. Et, bon, c'est pas pareil quand même quand ils sont pas là. Mais ouais. Mais il y a un peu la fin de l'affluence du Covid. Donc ça arrive un peu à pic comme ça. Voilà. Je pense que s'il y a une nouvelle vague, ils peuvent revenir. Nous voilà sortis des soins intensifs. Un service où le temps est précieux. Merci d'autant plus à ceux et celles qui l'ont partagé avec nous, nous ont ouvert leurs portes et ont souligné l'importance de ce dispositif de soutien. Merci également à vous, chers auditeuristes, de nous avoir écoutés le temps de ce croisement avec la première ligne. Nous reprenons maintenant la ligne 25, en route vers de nouvelles rencontres.